Bonjour, dernière vidéo sur de la séance de TD en propriété industrielle, séance sur la contrefaçon, avec donc quelques mots sur notamment les trois sujets qui nous intéressaient, qui étaient les sujets des trois exposés que j'ai reçus. Donc tout d'abord sur l'acte de contrefaçon et licence de droit de propriété euh, industrielle. Ensuite il y avait un autre sujet, c'est pourquoi pénaliser la contrefaçon. Et enfin, quel choix opérer dans le calcul des dommages et intérêts de la contrefaçon. Donc, je dirais quelques mots sur ces trois sujets-là. Et puis en fait, autant que je suis là, autant dire quelques mots sur le sujet de dissertation. J'ai commencé à en corriger quelques-unes, et donc je dirais quelques mots ici sur cela. Tout d'abord, sur le premier sujet, acte de contrefaçon et licence de droit de propriété intellectuelle, c'est un sujet qui était intéressant, en fait, qui permet d'aborder deux notions importantes en propriété industrielle, à la fois la notion d'acte de contrefaçon et les questions de licence de droit de propriété industrielle. Ce qui est intéressant, c'est vraiment là d'avoir une approche globale de la propriété industrielle. Et notamment cette fameuse séance, cette dernière séance sur la propriété industrielle, c'est une séance qui est sur la contrefaçon, c'est une séance qui est intéressante parce que voilà, on est dans l'unité des droits de propriété industrielle. Le facteur d'unité de la propriété intellectuelle, même dans son ensemble, c'est bien la contrefaçon. On a un seul et même régime juridique de la contrefaçon. Pas de la qualification de l'acte de la contrefaçon. Là, ça relève de chaque régime juridique, du droit des marques, droit des brevets ou même du droit d'auteur. Euh, mais une fois qu'on a cette qualification, quelle va être l'action qu'on va pouvoir introduire pour faire reconnaître l'acte de contrefaçon, comment prouver l'acte de contrefaçon, et ainsi de suite. Et donc on a tout ce régime de la contrefaçon qui est complètement uniformisé au sein du code de la propriété intellectuelle. Et c'est en cela que c'est un facteur d'unité, la propriété intellectuelle. Enfin, je dis bien propriété intellectuelle. Donc c'est un sujet qui est, c'est pour ça que c'est un sujet qui est intéressant. Et donc les trois sujets de d'exposé ou de dissertation, ils sont aussi intéressants de ce point de vue-là. Donc, si vous traitez ce type de sujet, n'oubliez pas qu'on recherche une unité dans la réflexion. Donc, il ne faut pas se contenter de faire des listes en disant en droit des brevets, ça se passe comme ça, en droit des obtentions végétales, ça se passe comme ça, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment avoir cette vision commune de la contrefaçon, et donc là, de l'acte de contrefaçon et des licences de droit de propriété intellectuelle. Et sur la notion de licence de droit de propriété industrielle, c'est la même chose en fait. Il faut essayer de rechercher peut-être une certaine unité dans peu importe le type de licence. Et peu importe presque. Après, on peut voir si c'est une licence exclusive, non exclusive, si c'est une licence qui est un contrat simple ou si c'est une licence qui est intégrée à un autre contrat, comme des contrats de la distribution par exemple. Donc sur ce sujet, il y avait un très très bon exposé de Florian Betsabé et Charlène qui ont fait un PowerPoint très sympa. Donc comme d'autres, s'ils veulent partager leur travail aux autres étudiants, ça peut être très enrichissant parce qu'il y a un gros travail de catégorisation et de réflexion sur ce sujet d'acte de contrefaçon et licences de droit de propriété industrielle. Et dans ce sujet, voilà, il y avait deux grands points qui étaient intéressants. C'est à la fois, donc, certes, on a un acte de contrefaçon, mais on a un licencié. Et donc, les deux points importants, c'est à la fois lorsqu'on a le licencié qui veut être à l'initiative de l'action contrefaçon. Donc, on a un tiers qui est contrefacteur potentiel, un prétendu contrefacteur, et le licencié, lui, il veut agir. Bah, dans quelle mesure est-ce que lui, ce licencié, il peut agir en contrefaçon ou au moins être partie à la procédure qui pourrait être initiée par le titulaire des droits. Donc ça, c'est tout un premier aspect de la place du licencié dans la procédure de contrefaçon en tant qu'à l'initiative. Donc ça, je renvoie à votre cours, vous avez pu le voir, avec les questions notamment de est-ce qu'il est licencié exclusif ou non exclusif et les interrogations, est-ce que sa licence elle a été enregistrée et donc est-ce qu'elle est opposable au tiers. Et donc dans quelle mesure, avec cette condition, il peut ou non intervenir à l'instance. Et puis la deuxième question, bien sûr, c'est celle du licencié qui devient contrefacteur. Euh, donc ça, on avait déjà pu en parler un petit peu au moment de l'exposé sur en droit des brevets. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez important puisque le premier contrefacteur potentiel, c'est le licencié qui ne respecte pas les limites de sa licence. Donc, ce sont des sujets intéressants. C'est vrai que j'aurais pu commencer d'ailleurs sur la contrefaçon. Qu'est-ce que la contrefaçon? Qu'est-ce qu'un acte de contrefaçon? Et c'était défini comme, notamment dans cet exposé, mais dans d'autres, hein, comme l'usage d'un droit de propriété industrielle
sans l'autorisation du titulaire des droits. Alors c'est une définition qui est bonne, mais qui serait peut-être un peu incomplète, bien sûr. On pourrait dire l'usage d'un droit de propriété industrielle sans l'autorisation du titulaire des droits et sans l'autorisation de la loi. Parce qu'on peut considérer que toutes les exceptions légales, ce sont des sortes d'autorisations que la loi donne au titulaire à n'importe quel utilisateur pour pouvoir user du droit de propriété industrielle, donc sans l'accord du titulaire des droits, mais avec l'autorisation de la loi. Et je dis bien de la loi, puisque comme on est en domaine de la propriété, c'est bien la compétence du législateur et pas du gouvernement. Voilà, donc là où il y avait pas mal de questions intéressantes, et donc on pouvait traiter de ce sujet un peu comme on le souhaitait. Sur la deuxième sujet, pourquoi pénaliser la contrefaçon? Alors là, qui était un sujet, c'était à la fois, donc pour parler de la pénalisation de la contrefaçon, il faut en avoir conscience. Et alors, c'était presque le pourquoi pénaliser la contrefaçon, on peut se dire, c'est on va un peu loin en fait, évidemment, pourquoi pénaliser le vol par exemple? On se dit, on n'en est pas là. Mais en fait, c'est il faut se poser la question, parce que, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne pénalise pas la concurrence déloyale, par exemple? Certes, on a de la pénalisation de certaines pratiques commerciales abusives, mais par exemple, si on parle juste de concurrence déloyale, en soi, la concurrence déloyale, ce n'est pas un délit pénal. Et pourtant, là, en matière de contrefaçon, eh bien, on va sur le terrain pénal. Alors, ça montre bien que si on va sur le délit pénal, c'est parce qu'on a une valeur qui est importante et que la société veut montrer que c'est une valeur qui est importante et donc veut accorder une protection supplémentaire, y compris par l'intervention de l'État dans la procédure, du ministère public dans la procédure. Mais voilà, ça montre qu'il y a une importance accordée par l'État à la protection de la propriété industrielle. Et on le voit notamment depuis le début, en fait, depuis les lois révolutionnaires, on a cette pénalisation qui existe. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de l'aggravation de la pénalisation. Aujourd'hui, on est quand même à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Si on compare au vol, le vol, on est à 3 ans de prison, mais j'ai un doute maintenant, mais le vol, je crois qu'on n'est qu'à peut-être 45 000 euros d'amende, 7 500, 45 000 euros d'amende. Donc c'est quand même beaucoup moins, peut-être que presque 6 fois moins que l'amende de base de la contrefaçon. Donc c'était des questions qui étaient intéressantes. Et donc je voulais aussi vous amener à réfléchir à ça. On a la pénalisation, pourquoi est-ce qu'elle est automatique, et quelles mesures sont prises. Et enfin, sur le dernier sujet, sur quel choix opérer dans le calcul des dommages-intérêts, là évidemment c'était pour vous faire réfléchir sur le fameux article qu'on retrouve sur tous les régimes de droit de propriété industrielle, sur les modalités de calcul des dommages-intérêts. On en avait déjà parlé, ou en tout cas vous en avez entendu parler au premier semestre en droit d'auteur, mais c'est des modalités de calcul qui sont très très intéressantes en fait, et surtout qui dévient du droit de la responsabilité civile classique, où on calculait uniquement avec du gain manqué, perte subie. Là on rajoute du préjudice moral, qui pourtant pourrait être considéré peut-être pertes subies, ça c'est un autre débat. Et surtout dans la première modalité, on intègre les bénéfices potentiel du contrefacteur, les bénéfices réalisés par le contrefacteur. C'était pas prévu en 2007, ça a été rajouté par la suite, mais c'est quelque chose de très très intéressant. Et surtout cette modalité de calcul des dommages et intérêts par le recours à une sorte de licence fictive. Si le contrefacteur avait demandé l'autorisation, eh bien combien est-ce qu'il aurait dû payer? Et donc on dit, bon bah il aurait dû payer tant, et donc on va lui reconnaître au minimum ce montant de redevance. Et donc c'est très intéressant sur ce modèle de calcul, plus en disant dans quelle mesure le droit de la propriété industrielle va s'écarter du droit de la responsabilité classique. Et les exposés l'exposé de Kouekou et Antoine était très complet, mais ça partait un peu dans tous les sens. Mais il y avait beaucoup de choses. C'était très long. Mais il y avait beaucoup de choses. Donc voilà, sur ces trois exposés, on avait beaucoup de choses, beaucoup de réflexions à avoir. Je ne vais pas aller plus loin sur ça, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets-là. Et pour terminer, 2 mots sur le sujet de dissertation. Première chose, en fait, j'ai quand même eu une dizaine de copies où j'avais des copies collées sur internet, donc ça m'a un petit peu agacé, considérablement. Après, voilà, de toute façon, je vais être gentil dans la notation parce qu'il y a des circonstances particulières. Mais voilà, il fallait pas hésiter d'aller. L'idée, c'est de vous faire travailler sur l'OMPI et sur les ADPIC. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche globale et non pas sectorielle. C'était de pas dire là on a du brevet, là on a de la marque, là on a des dessins modèles.
ce serait essayer d'avoir une approche globale de la propriété industrielle, d'avoir peut-être une approche sur est-ce qu'il existe des titres internationaux, des vrais titres internationaux. Est-ce que, est-ce que le droit international c'est un facteur d'harmonisation des règles? Et pourquoi? Alors oui, c'est un facteur d'harmonisation. Et pourquoi est-ce qu'on a cette volonté d'harmonisation? Notamment, c'était si on a une harmonisation, eh bien, on est sûr que notre marque qui va exister en France, eh bien, on pourra en faire reconnaître également un droit similaire au Chili, au Brésil ou dans d'autres pays. Si tout le monde a à peu près les mêmes règles, et le fait de passer par l'OMC par exemple, on s'assure que tout le monde va garantir la protection efficace sur son territoire des droits d'autrui. Et puis l'apport de droit international, c'était aussi justement sur les modalités pour simplifier les dépôts internationaux. Là, je parle de dépôts internationaux, donc pas de titres internationaux. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais ce qui était intéressant, c'était voilà, d'avoir une approche unitaire et non pas sectorielle, même si parfois c'était intéressant de donner des exemples, tel exemple en droit, forcément en droit des dessins et modèles, ou en droit des brevets notamment pour la procédure de dépôt international. Donc ça peut être intéressant, mais voilà, l'idée c'est d'avoir une approche globale. Dans l'ensemble, je suis quand même satisfait, hein, vous avez travaillé, et il y a des choses très intéressantes. Je vous renverrai les copies par mail individuellement avec quelques, quelques commentaires, et puis avec moi aujourd'hui votre note de TD, avec donc ceux de cette dissertation et puis la note d'oral, avec quelques éléments. Je ne sais pas encore définitivement comment se passera votre note définitive en propriété industrielle, ça ce n'est pas de mon ressort aujourd'hui. Voilà, et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Au revoir.